Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour 30 minutes d'information, de débat et d'analyse. Et à la une ce soir, pic historique pour le chômage. Le record de 1997 est battu avec ce chiffre, 3 224 000 demandeurs d'emploi. Une flambée qui entérine un 23e mois consécutif de hausse. Et dans ce contexte, François Hollande est en Chine pour une visite éclair de 37 heures. Objectif, plaider pour une ouverture du marché chinois. Le président qui est resté prudent sur la question des droits de l'homme. En déplacement à Bordeaux, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a quant à lui plaidé pour la création de métropoles, une des innovations de la réforme de la décentralisation qui sera débattue au Sénat le 27 mai prochain. Une question loin de faire l'unanimité chez les élus locaux. Reportage dans cette édition. Bonsoir à tous. Premier voyage officiel en Chine pour François Hollande. À peine 2 jours sur place pour profiter de l'insolente croissance chinoise. Le chef de l'État s'est dit impressionné par le développement considérable de la Chine ces 30 dernières années, tout en déplorant un déséquilibre dans les échanges commerciaux. Paul Bouffard. Réchauffer les relations économiques franco-chinoises, c'est l'objectif des 37 heures de François Hollande en Chine. Il s'agit de rééquilibrer les échanges commerciaux, car selon le président français, le secteur accuse un déficit record de 26 milliards d'euros. Derrière les deux présidents et la garde d'honneur, la délégation française, 8 ministres et des chefs d'entreprise venus signer des intentions d'achat, notamment la traditionnelle vente d'Airbus, 60 appareils destinés aux compagnies aériennes chinoises, ou encore le projet de construction en Chine d'un centre de retraitement des déchets nucléaires civils, similaire à celui de La Hague. Autre contrat au menu des discussions, l'ouverture du marché chinois à la charcuterie française. Loin d'être anecdotique pour la filière française, au vu des 1,3 milliard de consommateurs chinois, tous très friands de porc. Une visite éclair qui n'empêche pas le président Xi Jinping de souffler à l'oreille de François Hollande un vieux proverbe français, « Vieille amitié ne craint pas la rouille ». Et nous reparlerons des enjeux de la visite de François Hollande en Chine avec nos invités à la fin de ce journal. En France, c'est le triste record du chômage qui a été battu. Sans surprise, les chiffres de mars font état d'une forte augmentation. Ils sont désormais 3 224 000 sans emploi, même si le taux de chômage reste légèrement inférieur à celui de 97. Aurélien Romano. Comme le craignait le gouvernement, le record du nombre de chômeurs a été battu. Avec 3 224 000 chômeurs en mars, la France a dépassé son précédent plus haut de janvier 1997. 3 195 000 chômeurs inscrits à cette époque. Les plus touchés restent les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. Les régions Franche-Comté et Champagne-Ardenne subissent-elles la hausse la plus forte? C'est le 23e mois de hausse consécutive et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. L'objectif d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année est donc compromis, mais pas question de changer le cap. François Hollande a raison de se garder un objectif personnellement, de dire fin de l'année, parce que le retour de la confiance est indispensable par rapport à ça. Donc l'objectif, oui, il faut tout faire d'ici la fin de l'année. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, l'objectif, il est là. L'objectif et la boîte à outils, selon l'expression du chef de l'État, sont maintenus. Contrat de génération, emploi d'avenir ou encore aide à Pôle emploi, insuffisant pour la droite. Dans le cadre strict étroit de la boîte à outils du président Hollande, on ne trouvera pas les solutions pour infléchir de manière substantielle la tendance. Maigre consolation, en pourcentage, le record de 1997 n'est pas encore atteint. 10,2% aujourd'hui contre 10,8% à l'époque, et ce du fait de l'augmentation de la population active en métropole. Cette hausse marque aussi un autre pic symbolique, celui du nombre d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues. 5 millions de personnes figurent dans les fichiers de l'agence. Première sanction pour les entreprises qui ne respectent pas la parité salariale. Ces sociétés vont devoir payer des amendes pour avoir sous-payé les femmes. Pourtant, certaines entreprises se veulent exemplaires. Fabrice Cunet. Comment atteindre l'égalité homme-femme au travail? En 2004, ce groupe bancaire a engagé une politique volontariste de lutte contre les discriminations. Une première en France. Il a fallu changer ses modes de recrutement ou encore rattraper les salaires. Aujourd'hui, 46% des cadres ici sont des femmes, rémunérées comme les hommes. Elisabeth Caraco s'occupe de cette question de la diversité. Pour elle, la loi et les sanctions peuvent inciter, mais il faut surtout faire changer les mentalités.
Forcément, une sanction est toujours dissuasive, mais si on veut installer la diversité et l'égalité dans du long terme, il ne faut pas qu'il n'y ait que des sanctions. La sanction est dissuasive, mais elle ne permet pas de changer les mentalités et de lutter contre les stéréotypes. Fort de son expérience, le groupe a signé une convention avec le ministère des Droits des Femmes en avril dernier. L'objectif ? Poursuivre ses efforts, mais surtout accompagner les PME dans la même démarche. L'idée est de leur donner les outils concrets et d'en démontrer l'intérêt. Ça va être bénéfique à la fois en termes d'abord de justice entre guillemets par rapport à une société, et puis aussi en termes de performance, parce qu'on voit très souvent que les entreprises qui ont un équilibre homme-femme ont en termes de performance des résultats tout à fait intéressants. Bon, après, de la conviction à la réalité, il y a un chemin, et ce chemin, il faut que nous l'accompagnions. Un chemin encore long. En France, 2 entreprises sur 3 ne respectent toujours pas leurs obligations en matière d'égalité hommes-femmes. Et pour parler de cette actualité politique et économique, j'accueille nos chroniqueurs ce soir, Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombaud. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Jean-Louis, on va revenir bien sur ce record historique avec ces 3 224 000 inscrits à Pôle emploi. Il y a une accélération de la hausse du chômage. Comment l'expliquez-vous ? Alors il y a une accélération de la hausse du chômage alors qu'on franchit quand même 2 seuils fatidiques, les fameux 3,2 millions et aussi, comme cela vient d'être dit dans le reportage, les 5 millions de chômeurs. Là, en réalité, le record de 97 est dépassé depuis déjà bien longtemps si on intègre l'ensemble des chômeurs, les fameux 5 millions. Et ensuite, effectivement, il y a une accélération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les hausses du mois de mars, on est sur plus de 1000 chômeurs par 24 heures, alors que les mois précédents, on était sur une moyenne de 700 à 800. Évidemment, l'impact, c'est surtout sur la conjoncture. Et puis ensuite, il y a 3 indicateurs qui sont inquiétants dans les chiffres qui sont sortis cet après-midi à 18h. C'est d'abord le chômage, globalement, il augmente de 11,5%. Ok. Mais si vous regardez les chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'1 an, la hausse là est de 15%. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on sort de plus en plus difficilement du chômage. Les chômeurs de plus de 50 ans augmentent de plus de 17%. Là, donc, ça veut dire aussi que ces gens, ils vont rester encore au chômage. Et enfin, les offres d'emploi que propose Pôle emploi baissent de 18%. Donc, Pôle emploi a de plus en plus de mal à offrir des emplois et les gens qui sont à Pôle emploi en sortent de plus en plus difficilement. Comment on explique l'accélération ? On l'explique de cette façon, effectivement, puisque la croissance, elle est pratiquement à zéro. Et donc, à partir de là, il est difficile de créer des emplois. 1000 chômeurs par 24 heures, c'est ce que vous dites. Donc, la boîte à outils vantée par François Hollande n'a pas encore porté ses fruits ? Non, elle n'a pas encore porté ses fruits. La question est de savoir si elle pourra porter ses fruits dans les mois qui viennent. Alors, cette boîte à outils, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur ? Elle a d'abord les contrats aidés, notamment les emplois jeunes et les contrats de génération, qui viennent de démarrer au premier tout à fait récemment, oui. Mais qui démarrent mal. On a un véritable retard à l'allumage. La boîte à outils, c'est évidemment le contrat de sécurisation, mais le temps que le temps législatif s'achève, ils ne seront disponibles que vraiment qu'à la rentrée de septembre. La loi n'est pas encore définitive. Il faut attendre le 14 mai au Sénat. Voilà, et donc le temps que ça se mette en place, il faut attendre quand même le mois de septembre, donc ce ne sera pas avant la rentrée. Donc la boîte à outils, elle est quand même relativement maigre dans le court terme. Le problème, ça va être la conjoncture. Il faut bien comprendre que la population active française augmente de 200 000 par an. Nous avons une croissance qui est nulle. Si vous comptez la hausse de la productivité des entreprises, 1% par an, il faut pour créer des emplois automatiquement une croissance d'1,5%. Et elle n'est pas là. Merci Jean-Louis. Le défi est considérable, Stéphane Rosès, pour le président qui achève bien cette première année de quinquennat au plus bas dans les sondages, sonné par l'affaire Cahuzac. Et puis il y a le rejet par le gouvernement de cette amnistie sociale des délits commis lors de manifestations syndicales. Alors ça devrait encore plus accélérer les mécontentements à quelques jours du 1er mai. Et du 5 mai, on attend de fortes mobilisations de la part du Front de gauche notamment.
Oui, ça veut dire que effectivement, il y a eu un changement de pied au sein de la majorité sur la question de l'amnistie d'un certain nombre de délits lors de conflits sociaux. Alors, il y a deux sujets. Pourquoi est-ce que ça a été voté? Et puis, pourquoi il y a eu changement de pied? Ça a été voté parce que quand une majorité arrive de gauche, on est dans une tradition, qui est la tradition de notre pays, d'une conflictualité sociale difficile. Et donc, du coup... logiquement, en tout cas culturellement, les élus de gauche se disent qu'il faut venir en aide aux salariés, aux syndicalistes qui ont pu, dans des débordements, se laisser aller à des dégradations. C'est la culture de gauche. Et puis, il y a eu un changement de pied. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que aux affaires, au sommet de l'État, il faut être dans une logique de normes. Et ça a été la position du gouvernement, qui est de dire qu'il ne peut pas finalement y avoir deux poids, deux mesures. Et la justification a été de dire, mais finalement, on est contre l'amnistie. Alors réellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, le gouvernement constate qu'il y a des violences qui sont des violences collectives qui ont tendance à s'accroître. On l'a vu notamment lors du mouvement contre le mariage pour tous, avec des débordements, souvent le fait de groupes d'extrême droite, mais ça veut dire pour les forces de police, des dégradations, et donc du coup le gouvernement effectivement peut pas il peut pas y avoir deux poids deux mesures, il doit être absolument irréprochable. Alors c'est le passage finalement d'une culture de l'horizontalité avec une conflictualité sociale, où même si on n'est pas de gauche, on peut penser que dans l'indignation, la révolte des ouvriers peuvent se laisser aller pour mieux se faire entendre, à une logique verticale qui essaye de la République. On ne peut pas dire il y a deux poids deux mesures sur la question des dégradations ou sur la question des violences, fussent-elles symboliques. Donc ça, c'est un élément qui fait que néanmoins, pour un gouvernement de gauche, le sujet n'est pas tant, je dirais, de laisser ces types d'expressions que de renforcer par le dialogue social au sein des entreprises, dans les négociations, le poids et l'influence des représentants syndicaux. Ce qui pose problème quand même après donc le rejet par l'Assemblée nationale, on sait que ça n'a pas passé le stade de la séance, l'amnistie sociale, c'est la question du rapport avec le Front de gauche. Alors même s'ils ne font pas partie de la majorité gouvernementale, comment on fait pour regagner la confiance des élus communistes, notamment au Sénat, parce que ça peut poser problème? Peut-être qu'au départ, d'ailleurs, le vote partait de l'idée qu'il fallait envoyer un signe aux communistes, aux uns et aux autres. Je crois que le vrai sujet en la matière, c'est s'interroger sur le pays, ce que le pays souhaite. Et je crois que la bonne réponse est que le pays souhaite que les syndicats, les représentants des salariés, pas seulement quand les salariés ont le pied au mur, quand il s'agit de sauver son emploi et donc ou sa région, mais en amont, qu'il puisse y avoir une représentation syndicale, une représentation des salariés suffisamment forte pour éviter que ça soit dans les processus d'écoute ou d'accompagnement des salariés lorsqu'il y a des plans sociaux, de telles situations. Ce qui est frappant dans la société française, au-delà de la question sociale, c'est qu'on voit monter dans notre société des modes d'expression où on se ferait entendre si, je dirais, on passait pour des victimes en droit de se révolter, là où normalement la République c'est tout le contraire, c'est permettre aux différentes catégories de se projeter positivement dans l'avenir, et c'est un défi pour le politique, et le politique est responsable évidemment de cet état de fait quant à sa capacité à projeter le pays dans l'avenir. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Jean-Louis, vous restez avec nous pour commenter l'autre actualité de la journée, c'est la visite de François Hollande en Chine. En Corse, Jean-Luc Chiappini, élu président du parc naturel régional de la Corse, a été assassiné cet après-midi. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, demande l'aide de la population corse face à une mafia contre laquelle il a réaffirmé sa détermination. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu ce soir à la demande de l'Élysée à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, où un homme de 19 ans a tiré sur des riverains et passant dans un quartier résidentiel, faisant 3 morts.
Les grandes métropoles françaises choyées dans la réforme de la décentralisation. Il s'agit de permettre à Lyon, Lille, Paris, Strasbourg ou encore Marseille de peser face aux villes européennes de même taille. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, s'est rendu à Bordeaux où il a rencontré des élus enthousiastes et d'autres beaucoup moins, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Cécile Sixou. La nouvelle strate du millefeuille prévue par l'acte 3 de décentralisation, le maire de Bordeaux s'en réjouit. Sa ville fera partie des futures métropoles et récupérera au passage des compétences. Je ne crois pas que la région puisse être la seule collectivité à s'intéresser au développement économique, par exemple. Il est évident que la communauté urbaine de Bordeaux, et même la ville de Bordeaux, doivent s'impliquer dans la recherche d'entreprises, dans une stratégie de promotion, non seulement au niveau national, mais international. Alain Rousset, président des régions de France, est lui amer à l'idée d'un nouveau venu. On avait sorti la France de cette compétition des territoires, cette concurrence des territoires sur le plan des entreprises. Là, on le retrouve, c'est pas bien. Pas bien non plus pour Philippe Mandrel, président du Conseil général de Gironde. Pour lui, si la métropole se développe, ce sera au détriment des zones rurales du département, de quoi créer un territoire qui avance à 2 vitesses. Et il ne faut pas détruire ce rôle de péréquateur, de fédérateur du département. Il faut que le département continue à avoir des moyens. Une métropole donc qui ne fera pas que des heureux. En venant à Bordeaux, Jean-Pierre Bel a voulu rassurer tous les élus. Nous croyons à la décentralisation. Nous croyons au territoire, nous croyons à la force des communes, des départements, des régions. Il faut donner vie à tout ça et il faut bien sûr simplifier parce que si décentralisation égale complexification, je crois que le citoyen ne s'y retrouvera pas. Le projet devra être voté avant les élections municipales de 2014. Il sera en discussion au Sénat à partir du 27 mai prochain. Et avant de jeter un œil au reste de l'actualité, je vous rappelle le thème de notre débat ce soir, la visite du président François Hollande en Chine. Avec cette question, les droits de l'homme ont-ils été sacrifiés aux intérêts économiques? On en parle avec nos invités Marie Holzmann, spécialiste de la Chine, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais tout de suite, le tour de l'info préparé ce soir par Joachim Rob. Les suites du mur des cons, ce panneau du syndicat de la magistrature épinglant des personnalités, surtout de droite. Accusée d'avoir minimisé cette affaire, la ministre de la Justice réplique aujourd'hui au Sénat. Je trouve cet acte inadmissible. Je peux ajouter qu'il est insupportable, je peux même ajouter qu'il est stupide et malsain. J'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour lui demander s'il peut apprécier s'il y a manquement à la déontologie. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature sera au cœur de la révision de la Constitution par le Parlement, réuni en congrès le 22 juillet. C'est l'axe le plus fréquenté d'Europe, 1 300 000 voitures par jour. Le boulevard périphérique parisien fête aujourd'hui ses 40 ans et vit une forme de crise de la quarantaine. Pollution, bruit et des embouteillages quasi permanents. La vitesse moyenne n'y dépasse pas 40 km/h et moins de 30 km/h à la sortie des bureaux. Révélation sur les attentes des Parisiens pour les élections municipales à la veille du premier débat entre les candidats UMP à la primaire. Selon notre sondage, 3 Parisiens sur 4 voteront en fonction des projets des candidats, 1 sur 4 seulement selon leur personnalité. Plus de la moitié ne votera pas en fonction de la situation nationale, mais près d'un tiers compte exprimer son opposition à François Hollande. Et pour les sondés, les priorités du prochain maire de Paris devraient être le logement, suivi de l'emploi et de la sécurité. Une étape importante pour le Mali et le retrait de l'armée française. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'envoi d'une force de maintien de la paix. Le projet de résolution a reçu 15 votes favorables. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité, comme la résolution 2099 pour l'année 2013. 12 600 casques bleus seront déployés à partir du 1er juillet. Il restera alors quelques 2000 soldats français sur place. La visite de François Hollande en Chine inspire Plantu en une du Monde. Xi Jinping se vante de pouvoir cumuler les fonctions d'homme politique et d'homme d'affaires, une allusion au scandale d'enrichissement illégal de hauts dirigeants chinois. Et la visite en Chine de François Hollande, on en parle avec nos invités ce soir. Marie Holzmann, vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine, bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Alors aujourd'hui, comment qualifieriez-vous les relations franco-chinoises? On a entendu aujourd'hui bien que par cette première visite officielle, le président entendait les réchauffer, Marie Holzmann.
Oui, effectivement, elles sont assez frisquettes là depuis quelques années. La présidence de Sarkozy a fait quelques dégâts puisque je dirais qu'il a provoqué un effet boomerang en lançant des interdits. Vous ne pouvez pas faire ci ou je ne ferai pas ça. Et puis après, il n'a pas respecté ses engagements. Il avait dit qu'il n'irait pas à l'ouverture des JO si le dialogue n'était pas repris avec le Dalai Lama. Et ça a beaucoup déplu aux Chinois, d'autant plus qu'après, il n'a pas respecté ses propres engagements puisque lui-même est allé à l'ouverture des JO. Donc tout ça a vraiment terni un peu l'image de la France et l'image de Sarkozy, disons en général, apparaissait comme une image peu conforme à ce que les Chinois attendent d'un président. Je pense que l'image du président Hollande est plus conforme effectivement à leurs habitudes et que peut-être les relations vont se passer un peu mieux. Jean-Louis Gombault, vous pensez que ces relations franco-chinoises ont besoin d'être réchauffées, qu'elles vont peut-être justement se passer un peu mieux d'un point de vue économique? Alors justement, les choses ont beaucoup changé, mine de rien, depuis ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a assisté à un renforcement de la Chine. C'est-à-dire que c'est plus tout à fait le même interlocuteur que nous pouvions avoir en face de nous il y a une dizaine d'années, ou même au tout début, puisque c'est quand même la France qui, avec De Gaulle, la reconnaissance de la Chine, ouvre les relations avec ce pays. Et on ne parle pas à la Chine sur le même ton, et c'est peut-être ça que n'a pas vu M. Sarkozy, qu'on pouvait le faire il y a encore quelques années, si jamais d'ailleurs on ne pouvait le faire, mais encore moins aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout ce qui est droit de l'homme, sans doute, va plutôt vers l'extinction, parce que on ne peut plus s'adresser à la Chine, car elle devient un partenaire tellement central dans les relations économiques qu'elle inspire un respect que sans doute sur lequel on a cru pouvoir passer outre les années précédentes. Marie Holzmann, vous partagez cette analyse, respect? Pas du tout. Pas du tout. Non, je m'excuse, j'étais prête à être d'accord avec vous. Mais non, je crois que plus que jamais, nous devons parler des droits de l'homme. Non pas d'une façon traditionnelle, la liste des prisonniers, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est une vision du monde. Or, la vision du monde qu'ont les Chinois aujourd'hui, et Deng Xiaoping l'a annoncé dès la fin des années 70, c'est vraiment réalisé. C'est-à-dire l'enrichissement pour une minorité et, sous-entendu, la surexploitation pour une majorité. Je voyais qu'on parlait des chiffres du chômage en France, mais c'est directement lié à la surexploitation du prolétariat chinois. On n'aurait pas autant délocalisé si les ouvriers chinois ne coûtaient pas si peu cher. Or, il y a eu donc la surexploitation du prolétariat chinois, mais aussi la dégradation absolue des ressources naturelles chinoises. Donc on dit maintenant que c'est une grande puissance, c'est vrai, mais ils ont tellement perdu. Les Chinois reconnaissent eux-mêmes que maintenant 100% des rivières sont polluées. Peut-être pas sur leur cours tout entier, mais toutes sont touchées. Ils reconnaissent que la pollution à Pékin est telle que les dirigeants sont obligés d'installer des extracteurs d'air pollués qui coûtent extrêmement cher avec des filtres qu'il faut changer tous les 2 heures, etc. Mais la petite population, elle, est en train de tomber malade du cancer, de problèmes d'asthme, les bébés ne respirent plus, etc., etc. Donc, en ce moment, la Chine doit être poussée dans ses retranchements jusqu'à ce qu'elle accepte de jouer le jeu du commerce mondial, c'est-à-dire de respecter des salaires corrects, de respecter la santé publique, de respecter la santé alimentaire. Elle exporte des produits alimentaires dans le monde entier et nous ne pouvons pas accepter, nous, de risquer un empoisonnement juste parce qu'on a accepté de laisser la Chine entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc plus que jamais, il faut rappeler aux Chinois Jean-Louis Gombault, ça c'est le revers de la médaille de cette croissance qui fait rêver, de cette croissance à 2 chiffres. Qui fait rêver et quelque part de moins en moins rêver, car la conjoncture chinoise, évidemment, quand on regarde les taux de croissance chinois, on est admiratif avec nos 0% et leurs 7-8%. Mais il y a quand même, depuis plusieurs mois, un ralentissement de la conjoncture économique chinoise qui peut poser des problèmes quant aux structures même de cette économie. Parce qu'en fait, elle est quand même gonflée d'endettement, notamment les collectivités locales. Donc cet endettement suppose une croissance extrêmement forte. C'est pour ça que, bien entendu, madame, je crois que tout le monde est d'accord avec vous sur la situation du peuple chinois, les difficultés, etc. Bien sûr. Mais en même temps, il y a quand même une difficulté à parler à la Chine de ces choses-là qui sont justes, compte tenu du fait qu'elle est maintenant centrale dans le système de la mondialisation. C'est plus compliqué. Et je crois que vous avez raison aussi, il y a un débat chez eux.
Faut-il continuer comme avant? Il y a certainement débat, même si ce débat est évidemment en vase clos et que nous n'en savons rien. Oui. Mais on peut l'imaginer qu'il y ait un débat, parce que tout ce que vous dites est juste, ils sont quand même suffisamment intelligents pour le voir eux-mêmes. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait avant a tellement bien marché, ça a tellement bien fonctionné au niveau croissance, au niveau enrichissement d'une couche de la population chinoise, que pour eux, réviser ces fondamentaux ne doit pas être si simple. Marie Holzmann, donc on sait que François Hollande était très attendu, bien entendu, sur cette question des droits de l'homme. Il a affirmé l'avoir abordé de manière franche, mais respectueuse. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il se démarque beaucoup plus frontalement de ses prédécesseurs en abordant cette question des droits de l'homme? Il ne faut pas lui demander la lune, hein, et il faut se mettre à sa place. Quand on est dans le grand palais du peuple et qu'on est entouré par je ne sais pas combien, 50, 60 Chinois hauts dignitaires, aller comme ça leur dire libérez Liu Xiaobo demain ou je me fâche tout rouge, c'est pas possible. Donc il est évident que c'est beaucoup plus un comportement, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'exigences. On signe un contrat, on est d'accord, mais on veut avoir la possibilité d'inspecter. Il faut des garanties en échange, négocier d'un point de vue économique. Alors là, on sait qu'il y a des intentions de contrat d'achat d'Airbus, ça aurait pu être un élément de négociation. Non, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est déshonorant. On ne négocie pas la liberté d'un homme contre un contrat d'Airbus. Non, il faut donner l'exemple. Il faut dire, dans nos entreprises, les choses se passent comme ci et comme ça. Nous demandons la création de syndicats libres. Nous demandons des conditions de travail dignes, etc. Pour le moment, le travail est systématiquement sous-traité à des entrepreneurs sans scrupules. Donc nous tirons les bénéfices de la fabrication, mais les ouvriers chinois continuent à être exploités, même s'il s'agit de produits français. C'est là où on peut faire une différence. Et petit à petit, en donnant des modèles de comportement, et aussi en exigeant que certaines conditions soient respectées. Pour le moment, par exemple, je donne un exemple, les Chinois sont en train d'acheter le vignoble français. J'exagère, ils achètent quelques vignobles. Est-ce que nous avons le droit, nous, d'aller acheter quelques vignes en Chine? Non. Et pourquoi? Si eux, ils ont le droit d'acheter chez nous... C'est un des points sur lesquels François Hollande a quand même essayé d'avancer, de rééquilibrer, d'ouvrir le marché chinois, Jean-Louis. Alors, effectivement, il a dit que le déficit de la France vis-à-vis de la Chine était intolérable. Je crois que les Chinois pouvaient répondre, écoutez, faites ce qu'il faut pour le rééquilibrage. Non, mais là, c'est un problème de droit. Oui, vous avez raison, madame. C'est différent, ils n'ont pas le droit. Il faut faire évoluer la société chinoise aussi, d'un point de vue juridique. Donc. Voilà, bon, et puis il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire et qu'ils font. Je pense par exemple aux subventions qu'ils accordent aux entreprises exportatrices depuis un an et sur lesquelles l'Organisation mondiale du commerce ne fait rien. Et c'est très intéressant, là aussi. Pourquoi ne fait-elle rien? Elle ne fait rien, mais justement parce qu'on ne veut pas la brusquer, cette brave Chine, parce que franchement, on se dit c'est un lieu d'investissement important, c'est un marché considérable, donc ne la brusquons pas. Donc je pense que cette puissance, c'est pas pareil de parler des libertés aux Russes, à l'Union soviétique, quand elle était au bord de l'effondrement, c'est-à-dire quand François Mitterrand est allé leur parler de Sakharov à ce dîner de gala, mais 4 ans plus tard, tout s'effondrait là-bas. Et il peut parler du même ton à une Chine qui est quand même pour le moment une grande puissance, c'est quand même le premier exportateur mondial. Je pense même qu'en termes de PIB, si on faisait un taux de change respectable, elle serait plus forte que les États-Unis. Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été les invités de ce 22h. Pour finir cette édition, la semaine de Baudry, notre dessinateur qui revient non sans humour sur les temps forts de l'actualité. Regardez.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Sonia Mabrouk. Tout de suite, attention aux grands travaux qui s'intéressent ce soir à la fission nucléaire. Bonne soirée à tous. Je vous invite à faire le tour de l'Agne, de faire le chemin des douaniers. Vous allez voir le côté pittoresque. Et quand vous remontez, malheureusement, on voit cette usine. Ça fait 18 ans qu'on est là et vraiment, ça ne nous pose aucun problème. Il y a un conditionnement psychologique et mental qui est évident, qui est logique. Je ne connais pas d'industrie qui détaille autant ses activités publiquement. Ce qui a été le plus convaincant pour les élus, c'est les moyens financiers. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va tourner. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Ah, la beauté brute et austère du Cotentin. Ses falaises, ses tempêtes, ses manoirs en granit, ses côtes verdies par les pluies, ses plages interminables, et perché là-haut sur son front, cette énorme verrue, le plus gros centre de traitement de déchets nucléaires de la planète. Comme une erreur de casting imposée à ce petit monde du bout du monde. À 20 km de Cherbourg, la pointe de la Hague, envahie par les Vikings puis occupée par les Allemands, est aujourd'hui colonisée par l'industrie de l'atome. Comment ce petit bout de terre enclavé vit-il son statut de capitale mondiale du nucléaire? De la Hague, vous connaissez probablement déjà ça. Bienvenue à tous. Une bataille rangée, un quart de CRS incendié, alors que le débat politique bat son plein. La contestation antinucléaire a donc pris un tour violent aujourd'hui dans la Manche. Des centaines de personnes, je vous le disais, ont tenté d'arrêter un train de déchets retraité en France par le groupe Areva et ramené vers l'Allemagne. Les images d'abord avec Samassoula, Antoine Morel et notre bureau à Rennes. À quelques mètres de la voie ferrée, les forces de l'ordre tentent de déloger les activistes venus bloquer le départ du train de déchets nucléaires. Leur objectif, empêcher la circulation de ces wagons chargés de déchets nucléaires allemands traités par Areva et en partance pour l'Allemagne. Des déchets radioactifs comme cela, l'usine en recueille un peu plus de 1000 tonnes chaque année, renvoyées par les centrales nucléaires françaises, européennes et japonaises. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les gendarmes et les barbelés? L'usine affirme ne rien avoir à cacher. Tant mieux. Visite guidée. On se trouve ici sur l'atelier de déchargement. C'est le point d'entrée de l'usine. La guide de la visite. Le combustible usé arrive par train jusqu'à la gare de Valognes. Il est ensuite chargé sur des camions. Et ces camions, donc par transport routier, arrivent ici jusqu'au site de la Hague. La première étape du procédé, ça va être d'ouvrir ces emballages pour aller chercher le combustible qui se trouve à l'intérieur. Il faut savoir que dans un combustible usé, 96% des matières sont recyclables et 4% ce sont des déchets finaux. Et l'objectif du traitement ici va être de séparer ces matières et conditionner les résidus finaux. Donc en gros, on récupère d'abord le combustible fortement irradiant, caché derrière un bon 1,30 m de béton. Tout est mécanisé pour éviter à l'homme, ce petit être si fragile, d'entrer en contact avec la matière. Le risque le plus important, c'est l'irradiation, et ça on s'en protège grâce à l'épaisseur des murs et à cette vitre au plomb. Donc personne n'est rentré dans cette cellule depuis la mise en service de cette cellule dans les années 80. Voilà qui explique en partie pourquoi l'usine est condamnée à conserver ce style un brin rétro et des salles de conduite tout droit sorties d'un vieux film de science-fiction. Et sinon, c'est pas un peu dangereux de travailler en zone nucléaire? Il peut arriver pendant une manipulation qu'au moment du passage au contrôleur, il y ait une contamination qui soit détectée. Dans ces cas-là, on appelle un opérateur de radioprotection qui va définir la conduite à tenir. Souvent, ça consiste en un simple lavage des mains. Mais revenons à nos moutons. Radioactifs. Les barres de combustible passent ensuite quelques années à barboter dans une piscine,
histoire de refroidir avant d'être traités chimiquement pour enfin séparer les différents éléments. L'uranium et le plutonium récupérés par ce procédé sont en principe renvoyés aux clients électriciens. Les 4% de déchets définitifs, eux, sont vitrifiés pour être finalement enfouis sous terre avant de trouver une meilleure solution. Mais ça, c'est pas vraiment le problème d'Areva. Il y a plusieurs sortes de résidus. Et donc effectivement, l'ensemble de ces matières sont emprisonnées dans ce verre. Et certains ont effectivement des durées de vie qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce qu'on apporte nous en tant qu'industriels, c'est une solution technologique qui permet de garantir le confinement de ces produits. Pendant des dizaines de milliers d'années, avec des garanties pareilles, mieux vaut ne pas égarer le ticket de caisse. En attendant, c'est la Hague qui sert de poubelle discrète à la totalité de l'industrie nucléaire française et ses centaines de milliers de tonnes de déchets. Pire, l'immense majorité des matériaux recyclables traités par l'usine ne seraient pas réutilisés par les centrales nucléaires qui continuent d'importer l'uranium de l'étranger. Le combustible recyclable n'est donc pas recyclé. Comment en est-on arrivé là ? C'est au général que l'on doit cette idée explosive. En 1958, la France ne possède qu'un seul site d'expérimentation militaire atomique. De Gaulle décide d'en créer un deuxième. Le choix se porte sur la Hague, petit bout de terre paysanne qui donne à 200 degrés sur la mer. Alors le site comporte une caractéristique qui est intéressante. Le directeur du site. Des courants extrêmement importants situés au large du cap de la Hague, des courants qui vont jusqu'à 10 nœuds et qui permettent la dilution des effluents que le site peut être amené à rejeter en mer. Et donc c'est une caractéristique qui a été favorable pour l'implantation du site. À l'époque, étonnamment, sa construction ne suscite aucune opposition. Didier Anger, chef de file historique des antinucléaires locaux, se souvient. Ça n'a pas été dit que c'était à des fins militaires. L'antinucléaire. On a raconté tout et n'importe quoi. C'était pas très crédible. Par exemple, qu'on allait faire des ustensiles de cuisine. On a parlé de casseroles, etc. On a parlé de plâtre. Or, la Hague est granitique et schisteuse. On ne sait pas où on aurait trouvé du calcaire dans le secteur. Mais on a misé sur donc une population qui connaissait peu de choses. Il y avait le secret militaire et le secret nucléaire. Les deux ensemble, c'est pas encore disparu d'ailleurs, ça, aujourd'hui, hein, quoi qu'on en dise. Et puis, on a payé les terres qui ne valaient rien, beaucoup plus cher qu'elles n'auraient valu sur le plan commercial habituel. Dans les années 70, la France de Giscard prend le virage du nucléaire civil. L'usine passe aux mains de la Cogema et à quelques kilomètres de là, la centrale de Flamanville voit le jour. Il faut donc logiquement augmenter les capacités de retraitement de la Hague. Les années 80 sont celles du grand chantier. C'est ainsi que la pointe du Cotentin est devenue l'endroit le plus nucléarisé au monde. Avec la base de sous-marins nucléaires de Cherbourg, l'usine de la Hague, le centre de stockage de déchets et enfin la centrale de Flamanville. Aujourd'hui, 5000 personnes viennent quotidiennement travailler à l'usine de la Hague, dorénavant gérée par Areva, premier employeur du Nord Cotentin et acteur incontournable du département. La première contribution économique à l'activité sur le territoire, c'est d'abord la rémunération des salariés. La deuxième contribution économique, elle relève des taxes et impôts qu'une industrie nucléaire est amenée à payer au territoire. Donc ces taxations ont permis des investissements importants sur l'ensemble des communes. Et je crois que quand on fait le tour des villes et des villages autour du site de la Hague, on voit des municipalités qui ont pris en charge leur patrimoine. Et on a un patrimoine exceptionnellement conservé. Symptôme de son enracinement dans le territoire, de nombreux élus locaux sont issus de l'usine. C'est le cas de Michel Laurent, le maire du village de Beaumont-Hague, situé à 2 km du site. Oh ben moi, quand j'ai vu l'usine s'implanter, j'ai tout fait pour qu'on évolue très vite. On avait une occasion unique d'avoir le plus grand chantier d'Europe. Le maire. Avant, c'était un bourg rural.
C'était uniquement une rue principale, vous voyez, avec des hameaux qui sont là, tout autour. La rue de Beaumont qui est ici, on a une façade littorale qui est là, et ce n'était que 400 habitants. Pendant le grand chantier ici, on était passé à 2300 habitants. On est redescendu à 1300, on a été envié par les recettes que l'on avait, et c'était bien normal, en échange d'une activité que tout le monde ne voulait pas forcément, eh bien on a eu la chance d'une acceptation qui a apporté du bien-être de façon globale, du travail d'abord, fixer des jeunes au pays, et ensuite avoir des équipements de toute nature sur le plan social, sportif et de l'emploi complémentaire ici. Et ce n'est pas sans une certaine fierté que Michel Laurent fait le tour du propriétaire. Là, on a une maison des jeunes, c'est pour le périscolaire, vous voyez, une salle polyvalente de 700 places. Là, c'est une filiale d'Areva, là, vous voyez. Vous avez vu le chantier qu'on fait là? Moi, je suis content quand je vois une grue sur la commune. Et là, c'est des stades de foot. On a 3 terrains de foot, dont un en synthétique avec une piste autour. Un stade épique, vous voyez un peu l'envergure qu'il peut avoir, tout ce secteur-là. Et là, à l'entrée de Beaumont, nous avons 1000 emplois. 10 hectares de terrain qui sont pleins. Une élection municipale se gagne par un bilan de ce que l'on a fait et de ce qu'on veut faire avec les moyens que l'on connaît. Ce n'est pas autrement. Le tout payé cash avec la taxe professionnelle d'Areva. Parmi les quelques extravagances, un centre aquatique à 9 millions d'euros. Vous voyez le grand bassin de 25 mètres. Un truc ludique avec des massages, des toboggans, et pour les tout petits. Une piscine qui est bien située vis-à-vis des écoles, vis-à-vis de la population nouvelle qui est ici. C'est un lieu magique pour nous. Pour partager la cagnotte, tout de même 175 millions d'euros les belles années, les élus ont mis en place une communauté de communes. Financée à 95% par l'argent du nucléaire, elle est le deuxième employeur du canton. Certes, on a un territoire de 12 000 habitants qui est équipé comme une ville de 30 000. La communauté de communes. On a considéré que si 10% des retombées fiscales servaient à améliorer l'image de ce canton, en fait, ça coûtait pas cher aux contribuables et c'était à la limite la moindre des choses que le nucléaire devait faire pour contribuer à faire en sorte que l'Agde continue à être attractive. Et les principaux concernés alors, ceux qui dorment à côté de l'usine et de ces tonnes de déchets radioactifs, qu'en pensent-ils? Vous préférez la crème de ce matin? Oui. Et un petit camembert. Ils ont un peu limité les dégâts parce qu'ils l'ont peinte en couleur tendre, elle se noie bien dans le paysage. Enfin bon, de toute façon, c'est moins important. Vous trouvez que c'est plus joli, les centrales avec leurs gros dômes et leurs grosses fumées qui sortent, etc. Bon, donc, merci. Il fallait bien de toute façon qu'on retraite les... Sinon, qu'est-ce qu'on ferait des déchets nucléaires? Tant qu'on n'a pas trouvé de solution de rechange, il faut bien trouver des solutions pour traiter ce qui reste actuellement. C'est pas que je suis pour le nucléaire, mais malheureusement, moi je peux plus me passer d'électricité. Enfin, moi, laver le linge à la rivière, merci. Le plan Orsec, s'il y a quoi que ce soit l'usine, les alertes que l'on fait, les répétitions, on y pense tous. Mais voilà, on a choisi de vivre comme ça et bon, je l'aurais peut-être faire un peu l'autruche, mais... Oui, on n'a pas choisi, mais bon. Mais bon, on a tellement de compensations. On n'y pense plus. Ouais. Il y avait quand même les écologistes qui ont bien servi parce que malgré tout, ils faisaient attention à tout ça, ça mettait la puce à l'oreille. Et même maintenant, ça sert toujours, qu'il y ait toujours des gens qui fassent attention. Et à l'époque, c'était pas très net. Dans cette histoire compliquée, les écologistes ont souvent dit tout haut ce que les autres craignaient tout bas. Dans les années 70, la Hague prend des airs de Larzac. Didier Anger fait partie du comité d'organisation des premières manifestations antinucléaires. Donc une réunion publique. Ça, c'est une affiche qui date de 1976. Ça,
c'est une affiche qu'on avait préparée pour l'occupation du site de Flamanville en 1977. Il y a toujours cette résistance. Et quand il a été question d'installer des centres de stockage de déchets vitrifiés de longue activité et de haute activité, eh bien, il y a eu un refus évident des populations. Alors, on peut dire aujourd'hui que cette région est coincée entre deux peurs. Il y a la peur d'abord immédiate du chômage. Depuis les années 80, toutes les entreprises se sont effondrées sur Cherbourg. Mais il suffit qu'il y ait des incidents et immédiatement, c'est l'autre peur qu'on a refoulée et qui refait surface. Là où ça s'est manifesté, c'est pas immédiatement ces dernières années, mais il y a un peu plus loin, 95, 96, 97, l'affaire du tuyau. En 1997, Greenpeace mène à La Hague l'une de ses plus grandes campagnes médiatiques. L'organisation accuse un tuyau entartré de déverser de très hautes doses de radioactivité au large de l'usine. Greenpeace remporte la bataille et force le groupe industriel à quelques travaux. Ces révélations tombent mal. 2 ans plus tôt, un rapport met en lien la proximité de l'usine avec le nombre de cas de leucémie infantile dans la région. La Hague doute, y pense, et puis oublie. Greenpeace devient à l'époque le leader de la lutte contre le transport des déchets nucléaires et le pire ennemi d'Areva. 20 ans plus tard, l'impact national de l'organisation est toujours le même. Mais du côté de Cherbourg, le local coloré de la rue piétonne prend un peu des airs de salle des vétérans. Tu as vu qu'il y a une pompe qui était arrêtée, maintenance, pour cause de vibrations. On est passé à côté aussi. Hein. Ouais. Le groupe local de Greenpeace Cherbourg a eu des gros moments d'activité parce qu'il y avait tout à faire, quoi. Les militants. Il n'y avait pas de commission locale d'information, il n'y avait pas... les seules informations qui arrivaient de l'usine, c'était Areva ou Kojima qui donnait. Qu'est-ce que t'en penses, Adi ? Je pense que le nombre de personnes sensibles aux arguments de Greenpeace est fluctuant en fonction de l'actualité. On va avoir une catastrophe quelque part, des incidents. Et lorsqu'on va tenir des permanences ici, effectivement, le public va venir plus nombreux, se renseigner, voir comment il peut parer à tous ces problèmes, se protéger. Est-ce qu'on leur dit la vérité ? Est-ce que voilà, les gens sont inquiets, ça c'est certain. On arrive quand même à faire naître une conscience citoyenne et même, je pense au prélèvement là, du laboratoire de l'Accro. Ouais, c'est ouvert à tout le monde, on peut aller gratouiller le sable, on peut les aider à faire des prélèvements et puis on va suivre derrière les analyses. Aujourd'hui, les actions ponctuelles et spectaculaires cohabitent avec une vigilance citoyenne quotidienne. Les volontaires en bleu ont remplacé les militants de la paix verte. C'est bon ? Ah oui, je crois que... Ben oui, ça serait bête d'arriver en bas, tous autres on a oublié. Ah, ça vient là, dedans. Non, oui. non. Ah, d'accord, le gros. Ça, c'est pour l'eau douce. C'est ça, c'est pour l'eau de mer. On n'a pas pris non plus les algues, parce qu'on va les laisser tranquilles, les algues. Grâce au soutien de dizaines de bénévoles, ce laboratoire associatif indépendant réalise ses propres analyses à l'échelle de la Normandie et force ainsi les industriels à la vigilance. C'était un des coins les plus pollués de la région et même sur une échelle assez large. Les garde-fous. Si on n'est pas là à surveiller un peu les choses, ils laissent les choses en état, et les choses en état ici, c'est pas rien. C'est des pollutions qui sont amenées à rester des années, en espérant un peu d'une manière magique que ça disparaisse. Mais ça ne disparaît pas, ça se reconcentre toujours quelque part. On ne sait pas comment non plus. C'est quand même une pollution très puissante, mais voilà, anodine, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, c'est sous l'eau. Donc voilà.
pour connaître la vérité, il faut se battre. La vérité, et il faut la gagner. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser le plus possible de citoyens dans ce travail-là, des gens qui sont des simples citoyens, pas forcément des scientifiques experts. Au départ, on nous a justement renvoyés parce qu'on n'y connaissait rien, mais la conjonction entre des simples citoyens comme nous et des scientifiques qui connaissent leur travail et qui font vivre le labo et donnent des informations tout à fait crédibles, a permis d'arriver et de se mettre autour de la table, d'être accepté autour de la table. Et c'est très difficile parce que c'est une région où tout vit par l'industrie nucléaire à tout point de vue, financièrement, au niveau de l'emploi, au niveau Et en plus, c'est une industrie très dangereuse, donc il y a quelque part du déni et du refoulé chez les gens ici dans la région, chez les habitants du Nord-Cotentin, et un peu au-delà, mais surtout dans le Nord-Cotentin. Pour pouvoir vivre ici, il ne faut pas se dire tous les jours qu'il y a du danger. Et donc, les gens sont dans le déni, trouvent des accommodements et refoulent un peu les idées un peu... c'est angoissant quand même de vivre autour d'une industrie comme ça. Expertise contre expertise. Là-haut aussi, on revendique sa vigilance. Enfin, encore faut-il réussir à déchiffrer les tableaux et les conversations de Delphine Andrieux avec ses équipes. Sur les cuves de réception 515, donc la 51 est dédiée au NPH. D'accord. La 53 pour les effluents V et la 55 est dirigée pour la BL. Très bien. Au niveau cimentation, la maintenance du malaxeur est en train de se terminer. Voilà, c'est ça, ils sont en test d'étanchéité actuellement. D'accord. Nous, sur le périmètre, on est amené à procéder à des rejets d'effluents en mer. Et donc, c'est notre quotidien que d'apporter une vigilance particulière à ces sujets. La première des choses, c'est d'abord d'expliquer notre activité. La chef d'équipe. Il faut qu'on explique aux gens ce qu'est l'activité nucléaire, ce qu'est l'activité de l'établissement de la Hague. Et je pense que les salariés sont les meilleurs représentants pour expliquer ce qu'on fait réellement ici, quoi. Il ne faut pas laisser les gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait parler à notre place, quoi. Des salariés d'Areva, justement, on en trouve un peu partout à La Hague, y compris à la tête de la station de radio, indépendante, locale, Hague FM. Le fait d'être salarié chez Areva ne m'a pas apporté plus que quelqu'un d'autre, je dirais. La radio locale. Si ce n'est qu'effectivement, Areva, dès le départ, nous a proposé de la promotion pour les visites de l'usine. Donc depuis 3 ans maintenant, on fonctionne avec eux et ils parrainent la météo, tout simplement, sur notre antenne. Voilà, c'est un coup de pouce de leur part. Donc effectivement, pour nous, ça fait une rentrée d'argent en plus. Mais ce n'est pas non plus ce qui fait fonctionner la radio au quotidien. Voilà, il n'y a pas de parti pris chez nous, et c'est pas parce que ma position de chef de car chez Areva fait pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Je veux dire, on donne la parole à tout le monde. Maintenant, nous, on n'est pas juge ou parti, et voilà. Donc, mais c'est important pour nous de donner la parole à l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit industriels ou collectivités locales, vous voyez. Le micro-trottoir de ce matin, c'est quel sujet? C'est sur les effets de la baisse de la taxe professionnelle d'Areva sur la collectivité locale. D'accord. Il y a peu, l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Le manque à gagner est énorme pour le département et ses communes. Plusieurs dizaines de millions d'euros. La Hague, qui se croyait riche, se réveille avec la gueule de bois. Du coup, on se demande si on n'a pas vu un peu trop grand dans les investissements. Romain de la radio FM, je peux vous poser une petite question. Oui. Donc les effets de la baisse de la taxe professionnelle versée par Areva aux communes va sûrement se faire ressentir rapidement. Est-ce que vous pensez que les investissements doivent continuer ou au contraire être revus à la baisse? Je pense qu'il faut continuer à investir, mais je pense aussi que les collectivités doivent être prudentes. Alors, je pense que les investissements doivent continuer, mais sûrement les modérément et faisant très attention à la suite quand même, parce qu'il va quand même y avoir des retombées qui vont être quand même beaucoup moins importantes. Le coup est rude, mais la nouvelle pas forcément mauvaise à long terme. C'est du moins l'avis de certains élus de Basse-Normandie. Avec la disparition de la taxe professionnelle, les langues, elles se délient. L'élu écolo. Et on se rend compte à quel point la taxe professionnelle a généré un blocage dans l'imaginaire que les élus pourraient avoir de leur territoire. Et c'est logique, c'est tout à fait logique.
C'est exactement comme les pots de vin, comme le lobbying. À partir du moment où on vous finance pour le bien-être de votre territoire en tant qu'élu local, moi je comprends tout à fait, j'aurais peut-être agi de la même manière, eh bien on se bloque toute possibilité de perspectives différentes. Et là, on sent qu'aujourd'hui, si le débat il se régénère un peu, c'est aussi avec ça. Verra-t-on un jour la Hague sans usine? Peut-être. Mais même si la France annonçait demain son intention de sortir du nucléaire, le démantèlement des zones nucléarisées durerait plus d'1 siècle. Reste qu'après Fukushima et la fin du nucléaire en Allemagne, le sujet n'est plus tabou. Une population pauvre dans le Nord-Cotentin. Donc une mono-industrie, c'est jamais sain. Quand une industrie elle ferme dans un territoire et qu'elle a nourri effectivement tout un bassin de vie, le territoire il meurt. Donc c'est pas... Mais ça, nucléaire ou pas, hein. Quand on parle de relocalisation et de diversification de l'économie, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour dire que c'est pas sain qu'un territoire ne vive que d'un type d'industrie. C'est catastrophique. On a bien vu dans les bassins miniers, que ce soit en Lorraine ou dans le Nord-Pas-de-Calais, ça tue une région. Donc il faut diversifier. Et en Basse-Normandie, on a ce potentiel-là avec les énergies marines renouvelables. Donc on va avoir un premier champ offshore dans le Calvados, avec la production des éoliennes à Cherbourg. Donc ça devrait déjà permettre aux esprits, aux élus locaux aussi, hein, qui sont les premiers, ils véhiculent quand même une norme. Donc ça leur permettra de voir qu'on peut faire d'autres choses. Et on mise beaucoup là-dessus. En vendant son âme à une industrie dont personne ne voulait, le Cotentin a touché le jackpot et assuré un développement inespéré à quelques villages reculés. Mais la machine à billets est aujourd'hui enrayée. Restent ces questions qui mettent mal à l'aise. L'hypothèse d'un incident que l'on ose à peine évoquer. Et l'avenir des matières radioactives stockées en sous-sol pendant des centaines de milliers d'années. La Hague et le nucléaire ont en tout cas scellé leur destin pour l'éternité. Dans certains quartiers, meubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Entre 1960 et 1996, la France a procédé à 210 tirs nucléaires dans le Pacifique ou en Algérie, en atmosphérique ou en souterrain. Dans quelles conditions de sécurité? Eh bien, aujourd'hui, le voile se lève petit à petit. Ce qu'on découvre ne correspond pas vraiment à ce qu'on nous avait raconté. Et c'est nucléaire, un héritage sans fin. C'est le docu et le débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat présenté par Benoît Duquesne, samedi à 23h sur Public Sénat. Tu entends? Ça vient du ciel? Du cœur des Pagellaggi, petit Agnolo, ces chantres chantent comme s'ils offraient leurs lèvres à une femme. Mais ils n'ont pas de partition. Le canto in pagella est né en terre de Castaniccia, ne l'oublie pas. Le regard, l'oreille, le cœur comme unique partition. Il est né quand, ce chant? Au moment, dit-on, de la christianisation de la Corse. Ce chant aurait donc d'abord été pratiqué chez les franciscains dans les églises. Les religieux disent souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Mais ils chantent tout le temps? Surtout à l'occasion des fêtes liturgiques, comme la fête de l'Assomption de leur sainte patronne. Mais le canto in pagella s'organise aussi à l'occasion de rencontres familiales, amicales, sur les places publiques. Tu m'as parlé des lèvres des femmes, mais ça se passe comment avec celles des hommes? La séduction se pratique a cappella, à travers les 3 voix. La voix principale qu'on appelle la seconda, la basse qu'on appelle ubassu, et la voix haute appelée a terza. Mais ils chantent tous en même temps? Non, petit, ils utilisent la technique du tuilage, un peu comme si tu superposais les tuiles d'une maison et qu'entre chaque tuile, tu y glisses une note mélodique, comme une note de passage entre chaque chanteur. Mais la Corse, c'est une île ou un continent? Parce que j'entends plusieurs langues. Les chantres chantent en langue corse, mais aussi en crouscou, qui est un corse toscanisé, en sarde, en latin ou même en grec. Et finalement, ils chantent pour Dieu ou pour les femmes? Pour ceux qui les écoutent, petit. Mais les 3 peuvent parfois discuter à travers d'autres chants, comme par exemple Uccia mai rispondi, ou des chants à pleurer, comme Ulamendo. À pleurer? Mais j'ai pas envie. Une astuce parfois pour se laisser bercer. Les lèvres des femmes. Quoi? Elles tremblent. Les Pagellaggi sont des hommes, petit Agnolo. Ils ont chanté ce qu'ils espéraient recevoir. Tradition et savoir-faire. Mon identité?
ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine Vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Au menu cette semaine, la Social TV. Derrière cet anglicisme se cache une nouvelle façon de regarder la télévision. De la télé-réalité au foot en passant par les émissions politiques, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la télé tout en commentant votre programme favori sur les réseaux sociaux avec votre tablette ou votre smartphone. Quand la télé